En fait, la différence des genres, c'est vrai, elle s'abolit entre Orphée et Eurydice. Ça, c'est très intéressant dans le film. Mais je voudrais dire aussi que cette différence des genres qui s'abolit, elle est contemporaine d'une autre différence, qui est que Eurydice est aux enfers dans la mythologie. Donc le musée ici est assimilé aux enfers. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que après Jésus-Christ, les enfers sont devenus un lieu qui était au ciel, alors que pour les Grecs, l'enfer était souterrain. Donc dans ce film, il me semble que le musée est associé au sens grec de l'enfer, c'est-à-dire quelque chose de souterrain, où, disons, le musée joue sur cette impossibilité plutôt de décider est-ce qu'on est au ciel ou est-ce qu'on est sous terre. Et il me semble que cette indécision entre là-haut et en bas peut faire écho à la différence des genres. On ne sait pas quel genre on voit et on ne sait pas non plus dans quel espace on est. Si on est au ciel ou si on est sous la terre. Dans l'enfer grec, en fait, les morts descendaient aux enfers pour être jugés, et une fois jugés, ils revenaient sur terre, en oubliant tout. Ils buvaient l'eau, la fameuse eau du Léthé, et ils revenaient sur terre. Donc ça veut dire, si on parle d'Eurydice dans le musée, ça veut dire que le musée est un lieu d'éternel retour. C'est-à-dire qu'Eurydice reviendra éternellement hanter le musée. Mais c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, cette idée que c'est Eurydice qui va faire les moulages des époques, ça veut dire qu'en fait, le temps n'existe pas avant d'être moulé. Le temps, en fait, est inventé par un geste, par des gestes qui sont analogues à la sculpture. C'est-à-dire que le temps est sculpté à travers les époques. Le temps n'est jamais préexistant comme une espèce de milieu neutre. Le temps est sculpté par les époques, par les Eurydices de chaque époque. Alors, de manière générale, en philosophie, on distingue entre une temporalité grecque qui est cyclique. Le temps grec revient sur lui-même, c'est un temps circulaire, c'est un temps d'une mémoire qui se répète. Le temps chrétien est un temps linéaire qui est inauguré par Jésus et son histoire. C'est-à-dire que le Dieu chrétien est un Dieu qui a une histoire, à savoir il naît, il vit et il meurt selon une temporalité linéaire. Et le sens en fait de l'invention temporelle du christianisme est de rompre avec la temporalité grecque. Puis on distingue enfin la temporalité dite moderne qui apparaît environ à l'époque industrielle, c'est-à-dire vers le 19e siècle. Et là, c'est un temps, et je pense en particulier à Marx, c'est un temps de la contradiction. C'est le temps du capitalisme, c'est le temps industriel qui va être constitué de contradictions, par les contradictions sociales. Donc il est brisé, c'est un temps brisé. Donc en fait, dans l'histoire du temps, on va distinguer le temps circulaire, le temps linéaire et le temps brisé, le temps fragmenté, qui pour Marx est un prélude à la Révolution. Donc il faudrait évidemment, après, dans chaque époque, distinguer encore plus finement à l'intérieur de chaque grande division, mais voilà très rapidement l'horizon des histoires, de l'histoire du temps, qui sont, chaque temporalité étant moulée comme une sculpture avec des profils différents. C'est une chaîne de révolution temporelle qui se passe exactement. Et si on en croit le philosophe Hegel, cette chaîne de révolution, elle est marquée par le moment où la statue, où la sculpture va avoir un regard. Au début, Hegel dit que les statues grecques n'ont pas de regard. Elles ont des yeux, mais elles n'ont pas de regard.
Et petit à petit, la statuaire romaine a un petit peu plus d'expression. Puis, dans la statuaire moderne, il y a l'avènement du regard. Donc, pour Hegel, ça correspond à la naissance de la subjectivité, c'est-à-dire le moment où la sculpture devient un sujet. Le problème, c'est que lorsque la statue a un regard, lorsqu'elle devient un sujet, alors elle s'anime. Et elle n'est plus une sculpture, elle devient une peinture, ou elle devient un mouvement, elle devient une danse. C'est ce qu'on voit aussi un peu dans le film. C'est-à-dire que l'histoire de la sculpture, en fait, qui correspond, comme vous l'avez dit, à l'histoire du temps, c'est le moment où la sculpture va devenir subjective, va s'animer, va avoir un regard, mais quand c'est le cas, quand c'est fini, la sculpture disparaît en un certain sens. Elle donne naissance à la peinture ou à la danse. Lorsque la sculpture finit par avoir son propre regard, lorsqu'elle s'exprime elle-même, lorsqu'elle se réfléchit elle-même, alors elle disparaît. C'est aussi l'histoire du concept de plasticité, auquel je m'intéresse beaucoup. Au départ, jusqu'au XIXe siècle, Plastisch, en allemand, dit plastique, désignait la sculpture, l'art de la sculpture. Et avec Goethe, au XIXe siècle, la plasticité désigne justement la capacité du sujet à se transformer. Donc on voit bien comment l'histoire de la plasticité, qui est aussi l'histoire de la sculpture, répète ce mouvement dont je viens de vous parler, c'est-à-dire on part de quelque chose d'immobile, d'une sculpture immobile, et on va vers le mouvement. On va vers le mouvement du sujet. La capacité de se transformer, la capacité de bouger, voilà. Oui, je pense que la copie est une œuvre d'art à part entière. La question, elle me fait penser, alors là on quitte un peu le domaine de la sculpture, elle me fait penser à un film qui s'appelle Ex Machina. C'est un film d'Alex Garland, dans lequel il y a accroché au mur un tableau de Johnson Pollock. Et un des personnages demande, est-ce que c'est un original ou est-ce que c'est une copie? Parce qu'en fait, la personne qui a ce tableau, c'est un créateur d'intelligence artificielle. Alors voilà, il a dans son salon un tableau qui est un Pollock, et son invité demande, est-ce que c'est un original ou est-ce que c'est une copie? Et il dit, c'est une copie qui a été faite par une intelligence artificielle. Voilà. Il dit, j'avais d'abord l'original, je l'ai copié et j'ai jeté l'original. Donc en fait, il est impossible, et c'est toute l'histoire du film, hein, il est impossible de distinguer entre l'original et la copie. Donc il est évident qu'à l'âge de l'intelligence artificielle, qui est capable de simuler nos comportements, qui est capable même de simuler une œuvre d'art, et on peut penser que ça va être de plus en plus le cas, je crois que la différence entre le modèle et la copie n'est plus vraiment une question pertinente. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, je voulais rajouter que, en fait, le créateur de l'intelligence artificielle, il fait la copie du Pollock, il a les deux ensuite, l'original et la copie, il ferme les yeux et il en choisit un au hasard pour le jeter. Et il se trouve en fait qu'il jette l'original, il garde la copie. C'est l'histoire du film. Il y a l'original, il y a la copie, et il dit allez, lequel je vais jeter, hop, il en jette un et c'est l'original. Alors moi, personnellement, je n'ai pas la nostalgie de l'original. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, disons, la critique de l'identité et la critique de l'authenticité. Je comprends bien que
Pour qu'il y ait une copie, il faut qu'il y ait un modèle. Mais je pense qu'entre les deux, entre le modèle et la copie, il y a une relation dialectique. Ce n'est pas simplement l'original et le dérivé. Je pense que déjà nous-mêmes, puisque vous posiez la question, la multiplicité des soi, etc., nous-mêmes, dans notre propre vie, notre identité se copie elle-même. Ça, c'est un thème qui est très très présent dans la philosophie anglo-saxonne, que l'identité du sujet n'existe pas en fait, qu'elle est toujours une forme de... alors peut-être pas de copie, mais de simulacre, d'imitation. Il faudrait peut-être faire alors une différence entre copie, simulacre, simulation. La copie, c'est quelque chose finalement d'assez statique. La simulation, c'est vraiment une imitation dynamique. Et donc, une identité, qu'est-ce que c'est? Sinon, effectivement, une série de simulations de soi-même. Qu'est-ce que c'est que notre identité? Sinon, une longue suite de répétitions de nous-mêmes, d'imitation de nous-mêmes. Où est-ce que je suis vraiment moi-même? Est-ce que c'est quand j'étais jeune? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est quand je serai vieille? Est-ce que c'est quand je serai morte? Vous voyez, on ne peut jamais savoir où est l'originalité de quelqu'un. Quel est au fond le vrai soi? Est-ce que c'est le soi à la naissance? Est-ce que c'est le soi après la mort? On ne peut jamais saisir un moment où on aurait l'original. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, si vous voulez, le rapport original-copie, encore une fois, il est dialectique, c'est pas un rapport de contraire fixe et statique. La question que je me suis posée, c'est quel est le statut du corps? Quel est le statut du corps dans ce film? Je suis étonnée que vous ne me posiez pas des questions sur la danse. Vous m'avez posé des questions sur la sculpture, sur le temps, mais il y a aussi de la danse dans ce film. C'est un thème essentiel. Enfin, et je me dis, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire du corps entre l'immobilité et le mouvement? Bon, moi, j'ai interprété ça en philosophe comme voilà, l'histoire de la plasticité, l'histoire de la subjectivité, mais vous, c'est une question que je vous pose en fait. Comment est-ce que vous voyez le corps entre le mouvement du danseur et l'immobilité du sculpteur, de la sculpture? Non, je n'ai pas perçu ça comme ça. J'ai pas perçu... ça, c'est vous qui me l'avez dit. C'est-à-dire que chaque danse, on va dire, était une restitution du temps, d'un certain temps, Rome, le Moyen-Âge, etc. Non, je n'ai pas perçu ça comme ça. Pour moi, c'était vraiment le dialogue de l'immobilité et du mouvement, et comme je disais tout à l'heure, le dialogue de l'absence d'expression et de la subjectivité. C'était vraiment une réflexion sur la subjectivité et sa temporalité. Mais j'avais aussi une autre question, puisqu'on parlait tout à l'heure de la copie, etc. Je me demande si André a aussi en tête la copie du musée lui-même, c'est-à-dire aujourd'hui où il y a beaucoup de musées virtuels, comment est-ce qu'il voit le musée virtuel? Est-ce que ça n'est pas une copie du musée et est-ce qu'il y a cette dimension dans son film? C'est très intéressant comme question parce que je voudrais vraiment parler là du moment qu'on est en train de vivre. On ne peut plus aller au musée aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça nous... Quelle idée du musée est-ce que ça nous donne quand tout d'un coup le musée est inaccessible et que du coup on est obligé d'aller au musée virtuellement et de se constituer nos propres musées imaginaires. Et là encore, ça remet en question le rapport entre original et copie parce qu'au fond, quel est le vrai musée? Et quel est le vrai musée? Est-ce que c'est le lieu dans lequel on ne peut plus aller aujourd'hui? Ou est-ce que c'est
au fond, les fantasmes. Est-ce que c'est les fantasmes de musée? Musée imaginaire, musée virtuel. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a incontestablement aujourd'hui une dématérialisation des musées. Je pense que plus ça va aller et plus les musées vont être dématérialisés. Donc je pense que ce que nous sommes en train de vivre à cause de la pandémie, heureusement ou malheureusement, va devenir un peu l'avenir des musées. C'est toujours au fond chaque époque qui crée le temps. Le temps n'est pas un milieu neutre qui existerait en dehors des créations qu'on en fait. Enfin, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a le temps des horloges, le temps mesurable de nos horloges, mais ce n'est pas de ce temps-là dont on parle. Le temps dont on parle, c'est vraiment le temps d'une culture, c'est vraiment le temps d'une époque. Et le temps d'une époque, le temps d'une culture, il est créé en fait par les acteurs qui vivent dans cette époque. Donc oui, un mouvement peut tout à fait incarner une époque. Il y a un texte de Freud qui est très beau à ce sujet. C'est un texte qui s'appelle La Gradiva. La Gradiva, c'est une sculpture grecque qui marche sur la pointe des pieds comme ça. On voit son pied qui est voilà, courbé comme une danseuse. Et un des patients de Freud raconte qu'il est tombé complètement amoureux de cette sculpture. Il est obsédé, ça devient un fantasme justement. Et pourquoi? Parce qu'il pense que ce geste-là du pied, ce mouvement du pied, incarne la temporalité grecque. Il a l'impression que ce pied lui donne le temps grec. Il voit la Grèce à travers ce corps, enfin à travers le mouvement du pied. Donc oui, tout à fait. Bien sûr, je pense que il est possible de donner à voir le temps par le corps, oui. Il faudrait que je vous montre, vous regarderez sur Google là, le pied de la Gradiva. Je pense par exemple à la Révolution française, en France, où les révolutionnaires portaient le bonnet grec et où les révolutionnaires, oui, rejouaient la démocratie athénienne. Oui, bien sûr, il est certain que l'histoire est faite de cette espèce de répétition, de restitution, de reprise en fait du passé, avec cette idée qu'on va pouvoir le rendre meilleur, qu'on va pouvoir faire en mieux ce qui s'est passé auparavant. Mais ça, je pense que c'est aussi un fantasme dans la mesure où c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire l'histoire. C'est absolument impossible. Donc on est là aussi dans une dialectique. Nécessairement, chaque époque veut refaire ce qui a déjà été fait en mieux, mais c'est toujours un échec. C'est toujours un échec. Parce que c'est impossible, parce que l'histoire ne peut pas se répéter. Et je pense que je trouve qu'il est dommage qu'on ne se réfère pas davantage au futur. Par exemple, aujourd'hui, je trouve que à cause de la pandémie, on vit dans une temporalité figée, on est incapable d'inventer un futur. Et je trouve dommage qu'on se réfère toujours au passé et jamais à l'avenir. Et je pense aussi que même ces fantasmes de rejouer le passé sont tellement forts que, par exemple, aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, qui n'ont évidemment jamais connu la Grèce ni rien du tout. Vous avez des villes, c'est vraiment tout au nord, qui portent des noms grecs. Athènes, Ithaque, je ne sais plus encore. Si vous regardez dans le upstate New York, vous allez trouver des noms de villes grecques, parce que les États-Unis se sont référés à ce passé grec qu'ils n'ont jamais connu. La vision du cerveau, la vision scientifique du cerveau, elle a complètement changé à partir des années 50, à partir des années 1950, où on a découvert que l'architecture des neurones était plastique, justement, c'est-à-dire transformable. Et avant, on avait une vision du cerveau comme fixe. Par exemple, Pavlov, la psychologie de Pavlov, c'est la psychologie du réflexe. Donc le cerveau était vu comme un ensemble de régions fixes, intransformables.
Donc, à partir des années 50, la vision du cerveau change, ça devient un cerveau dynamique. Mais les seuls qui ont compris ça, qui en ont fait un usage politique, ce sont les milieux d'affaires, ce sont les milieux du business, qui ont utilisé le modèle du cerveau pour créer un nouveau modèle d'entreprise où le patron n'est plus présent dans l'entreprise, où l'entreprise est un grand réseau, où tout le monde est mobile. Bon, il y a eu un changement dans le management, si vous voulez. D'accord ? Ce qui fait que, en fait, l'image du cerveau, la nouvelle vision du cerveau scientifique, elle a été tout de suite détournée par la vision capitaliste. Donc aujourd'hui, on demande aux gens d'être flexibles, de pouvoir bouger, il n'y a plus, si vous voulez, c'est plus la vision de l'entreprise avec un directeur, la vision pyramidale. C'est une vision au contraire horizontale, en réseau, etc. Donc dans mon livre, j'ai voulu montrer qu'il fallait arracher le fonctionnement du cerveau au capitalisme. Il fallait le rendre aux gens. Vous voyez ? Parce que la plasticité, c'est pas du tout la possibilité d'aller partout, d'être flexible, de se plier dans tous les sens. La plasticité, c'est aussi se construire soi-même, c'est aussi la création, c'est aussi la résistance au capitalisme. Alors justement, oui, non, maintenant j'ai compris. Oui, je crois que la nouvelle compréhension du cerveau, qui est horizontale, qui abolit la hiérarchie, parce qu'il n'y a plus de centre, devient importante pour la culture, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment penser la culture hiérarchiquement. Je pense que tout le mouvement de l'art contemporain remet en question l'idée que André évoquait, c'est-à-dire les super génies, les génies, bon, ça c'est en train de disparaître. Donc oui, je dirais que l'horizontalité, le réseau, la relation entre les neurones, qui sont tous égaux, est en train, oui, de révolutionner l'art. C'est vrai que moi, j'ai vu ce film comme un cerveau, en fait. J'ai vu ce film comme mettant en scène une sorte de cerveau où chaque sculpture et chaque danseur et chaque personnage était comme un neurone. Et j'ai vu un peu le film comme une architecture neuronale, un système neuronal. Mais c'est peut-être ma déformation professionnelle, parce que moi, je m'intéresse beaucoup au cerveau et j'ai un peu tendance à voir les choses. Ce qui m'intéresse en fait dans une œuvre d'art ou dans un livre, etc., c'est de voir les réseaux, c'est de voir la dynamique des réseaux qui est à l'œuvre. Et c'est vrai que le film m'a paru intéressant pour ça. J'y ai vu des relations neuronales entre les... Non, simplement, depuis notre première discussion, je pense constamment à cette histoire du musée Pouchkine, musée des copies. J'avais jamais entendu ça avant. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire dans mon travail, mais c'est quelque chose qui m'obsède, l'idée qu'il puisse exister un musée de copies. Donc, j'ai pas de questions, c'est juste ça. Je trouve que c'est une idée magnifique. Ben, merci beaucoup et j'ai été très heureuse de faire cette rencontre. Ouais.